concours Pictet permet bien des miracles. Et le premier, c'est les plantes qui parlent. On sait qu'il y a des plantes carnivores, mais je n'avais pas encore entendu parler de plantes qui parlent. Et merci à vous et merci à Étienne pour cette magnifique présentation. Et avant toute chose, félicitations à la fois au maréchal MacMahon, duc de Magenta, et à ses deux membres de son état-major, ainsi qu'à Henri Dunant et ses deux compagnons. La difficulté à laquelle nos collègues ont été confrontés par rapport à une situation de concours Pictet aujourd'hui découle de l'immense imprécision du droit à cette époque. Il est faux de croire qu'il n'y avait pas de droit des conflits armés, qu'il n'y avait pas de droit humanitaire. Ça, je ne le crois pas. Je suis persuadé que chaque civilisation développe des normes qui visent à limiter la violence, y compris la forme extrême de violence qu'est la guerre. Si vous relisez attentivement Thucydide, il y a 24 siècles, vous verrez qu'après chaque combat, relaté par Thucydide, il dit « Les Athéniens qui étaient vainqueurs ont autorisé les Spartiates et les autres Péloponnésiens à venir collecter leurs morts et on a décrété une trêve et chaque partie a honoré ses morts de son côté. Et la bataille suivante, les rôles sont inversés, mais le scénario est rigoureusement le même. Donc il y avait des règles. Et les Grecs de l'époque attachaient certainement beaucoup plus d'importance aux morts qu'aux vivants, parce qu'alors on pouvait trucider des prisonniers. En revanche, refuser la sépulture, c'était condamner un individu à un châtiment éternel, comme vous le connaissez à travers la tragédie d'Antigone, que vous avez tous lue, ou toutes. De la même façon, l'Europe médiévale avait ses règles découlant de la religion. Et ceux qui connaissent mieux que moi l'islam vous expliqueront les règles qui étaient observées par les États musulmans ou les cités musulmanes en cas de guerre. La force de ces règles découlait de ce qu'elles étaient inspirées de la divinité, ou du moins qu'on les considérait inspirées de la divinité. Donc, violer la règle, c'était en un sens offenser la divinité et se préparer à des grands déboires lors de la bataille qui suivrait. C'était ce qui en faisait la force et c'était ce qui en faisait la faiblesse. Parce que ce que nous montre l'histoire, c'est que les États chrétiens entre eux respectaient certaines règles, et le maréchal, ou alors c'est Dunant, a rappelé l'idée de l'interdiction de l'arbalète, qui d'ailleurs n'a jamais été respectée, comme on le sait en Suisse, respectaient ces règles entre eux, mais de la même façon, les États musulmans entre eux respectaient les règles dictées par l'islam. En revanche, lorsqu'il y avait des confrontations entre des peuples de cultures différentes, les croisades l'ont bien montré, la Reconquista en Espagne également, évidemment, ces règles étaient oubliées, tous les coups étaient permis. Je dirais la même chose lors des guerres de religion. À l'époque ou lors des guerres civiles. À l'époque où on se situe, la bataille de Solferino, il y a un droit humanitaire, il y a des règles, mais ces règles, sous réserve de 4 règles très précises, limitées à la guerre maritime, adoptées par le Congrès de Paris de 1856, ces règles sont toutes de nature coutumière. Et donc, les lectures que l'on fait d'un pays à l'autre ne sont pas forcément identiques, et si on ne fait pas la même lecture, évidemment, les comportements seront immédiatement qualifiés de violations, etc., etc. Ces règles étaient très systématiquement ignorées en cas de guerre civile.
Et on voit par là, par exemple, l'immense mérite d'un général Dufour, et le cas est tout à fait remarquable parce qu'au moment où l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale de ce pays élit le général Dufour comme commandant en chef de l'armée pour une guerre civile, que fait le général Dufour le soir? Il écrit les instructions aux troupes, précisément pour combler cette lacune, et puis, je dirais, en une page qui sera diffusée à toutes les troupes, il donne les instructions sur les comportements à suivre, et une deuxième page plus précise à l'adresse des commandants de division. La preuve également qu'il y avait des règles, c'est que le président Lincoln, lors de la guerre civile américaine, charge un juriste d'origine allemande, Libert, d'établir un code, et Libert ne prétend pas créer du droit ex nihilo, il prétend décrire le droit tel qu'il existe. Mais la grande faiblesse de la règle coutumière, comment voulez-vous instruire les troupes sur cette base-là? Comment voulez-vous assurer qu'elles soient respectées au combat? Donc dans la violence des combats, l'immense risque, c'est que ces règles soient oubliées. Et là, on mesure l'apport énorme de Dunant. Avant cela, je vais peut-être ouvrir une parenthèse historique parce que je dois aussi suppléer et excuser le président de la Société Henri Dunant et de la Fondation, Roger Durand, qui pour des raisons de santé, hélas, ne peut pas être parmi nous. Que faisait Dunant à Solferino ou à Castiglione? Pourquoi était-il là? Lors d'une conférence donnée à Londres en 1873, Dunant explique qu'il est allé en Italie du Nord inspiré par le souvenir de Florence Nightingale. C'était pour plaire au public britannique, ce n'est pas crédible. Dans le souvenir de Solferino, Dunant par deux fois dit simple touriste. C'est donc une façon d'évacuer la question, comme s'il avait été en train de faire du tourisme en Italie du Nord, alors qu'on savait très bien qu'il y avait la guerre. Le professeur Alexis François, il y a maintenant un siècle, a démontré, au-delà de toute hésitation, que Dunant est allé en Italie à cause des problèmes de la Société des Moulins de Mons Gemina. Donc, un voyage d'affaires, il avait l'idée de rencontrer l'empereur, ça nous paraît aujourd'hui, au vu de cette guerre totalement irréaliste et absurde, ça n'était pas du tout dans son esprit, parce que Dunant, comme tout le monde, il imagine la guerre à venir sur la base de quoi? Sur la base de la dernière, comme tout le monde a toujours fait. Et la dernière, c'était la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, ça a été 2 ans de siège, où il s'est passé pratiquement rien. Et donc Dunant s'est imaginé que Napoléon III, qui avait fait l'erreur immense de se mettre à la tête de ses troupes, une fois qu'il irait assiéger l'une ou l'autre des forteresses que les Autrichiens possédaient en Italie, qu'est-ce qu'il aurait à faire? Attendre le temps. Donc, il aurait tout le temps de recevoir un visiteur venant lui parler de l'Algérie. Donc, le projet nous paraît insensé aujourd'hui, mais il n'était pas dans son esprit. Et la preuve que ce que je raconte n'est pas des fadaises, c'est que l'armée française trimballait avec elle un gigantesque matériel de siège pour pouvoir assiéger les forteresses autrichiennes. Là-dessus, il tombe sur le lendemain ou le soir de la bataille, la catastrophe de Castiglione, où on avait acheminé, c'est plus qu'un village, c'est une ville, une petite ville où on avait acheminé ces milliers de blessés de la bataille de Solferino, parce que Solferino, c'est vraiment une petite bourgade. Et à Castiglione, imaginez la situation, vous aviez, après 24 ou 48 heures, plus de blessés que de personnes valides dans cette petite ville. Donc il y en avait partout. Et il, évidemment, oublie sa mission liée au moulin de Mons Gemina et se met au service de ses blessés, donne à boire, remplace les pansements, comme il l'a dit, envoie son cocher à Brescia, tout cela est attesté, et voilà. Cela dit, soyons honnêtes, si c'est 3 jours, ensuite il va à Cavriana, fait sa démarche, revient, passe encore une journée à Castiglione,
quelques jours à Brescia et Milan, et ça s'arrête là. Donc, ce rôle-là, c'est celui que d'autres ont joué. Est-ce qu'on se souvient que Philippe Suchard était à Solferino? Personne ne s'y intéresse. Il a fait en vérité probablement un peu la même chose que Philippe Suchard. On se souvient de Philippe Suchard à cause des chocolats, pas du tout à cause de Solferino. Donc, en quoi est-ce que Dunant mérite de retenir notre attention aujourd'hui? Bien, je dirais il y a trois choses. La première, c'est le témoignage. C'est le livre, et Dunant a, au fond, dénoncé ce que l'on cherchait plutôt à ignorer, n'est-ce pas? Allez voir, si vous allez à Versailles ou même au Louvre, vous verrez des beaux exemplaires de peinture militaire. C'est toujours l'empereur ou le général au centre du tableau, là, la croisée des diagonales. Et puis, si on parle des blessés, eh bien, c'est dans un angle à gauche ou à droite, parce que le peintre doit bien remplir l'espace. Donc, en vérité, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et Dunant, dans ce sens-là, dénonce un scandale qui est le total abandon de ces blessés de Solferino, puisque dans l'organisation militaire de l'armée française, le service de santé était subordonné à l'intendance. L'intendance avait réquisitionné les véhicules du service de santé pour transporter les munitions. Et il y avait bien des médecins militaires. Mais les médecins militaires, ils avaient été laissés 25 km en arrière et ils jouaient aux cartes parce qu'ils n'avaient pas de véhicule pour se déplacer là où la bataille a eu lieu. Et effectivement, il y avait 3 médecins et 6 médecins auxiliaires à Castiglione. À ma connaissance, aucun sur le champ de bataille de Solferino. Imaginez d'une ville avec 9000 blessés. Alors, Dunant est important dans l'histoire parce qu'il porte témoignage. Il décrit, et il décrit avec beaucoup de précision. Il commence par relater la bataille, et ça, deuxièmement. Et il y aurait toute une étude à faire pour quelqu'un qui voudrait faire un doctorat en histoire, c'est de retrouver les sources que Dunant a utilisées pour décrire la bataille, puisqu'il ne l'a pas vue, et de son propre aveu. En revanche, quand il parle des blessés, quand il décrit l'église, la Chiesa Maggiore, et qui vous dit à gauche il y avait ça, et à droite il y avait cela, etc., évidemment c'est ce qu'il a vu. Et c'est là où son témoignage est bouleversant et a bouleversé son époque. Et puis Dunant est entré dans l'histoire parce qu'il a tiré de ce traumatisme. Et personnellement, ma lecture du souvenir de Solferino, la phrase clé, c'est quand Dunant écrit « La conscience que l'on a de sa grande insuffisance dans des circonstances aussi solennelles est une indicible souffrance ». Donc ceux qui ont imaginé un Dunant triomphaliste à Solferino, avec ses escortes de volontaires, etc., pour moi c'est démenti par le témoignage de Dunant lui-même. Son souvenir de Solferino, c'est probablement la façon d'essayer de surmonter le traumatisme, cette indicible souffrance, des circonstances auxquelles il a été confronté. Et puis, ayant décrit la bataille, il en tire 2 idées. L'une, c'est celle des sociétés de secours, évidemment fondée sur son expérience de Castiglione, d'avoir en effet mobilisé les femmes qui étaient là, les hommes, il n'y en avait pas beaucoup parce que les Autrichiens les avaient réquisitionnés, pour aider. Et il se dit, ben, tout cela, on le fait en improvisant, sans connaissance, sans préparation, etc. Et l'idée, donc, de créer des sociétés de secours, et c'est ça qui va amener la fondation de la Croix-Rouge. Et puis la deuxième idée, certainement liée à cette expérience qui mentionne des médecins autrichiens capturés, qui sera le principe de neutralité à la fois des blessés, mais surtout des services de santé, qui est au point de départ de la Convention de Genève. Et donc l'apport historique de Dunant, pour moi, il tient au livre, au témoignage, il tient à ces 2 idées et à la suite que Dunant va y donner.
la suite que Dunant va y donner, le livre sort de presse fin octobre, début novembre 1862, donc 3 ans après la bataille, est largement diffusé. D'ailleurs, la première édition porte l'inscription « Ne se vend pas ». Donc, Dunant le publie à compte d'auteur pour pouvoir l'envoyer à des chefs d'État, à des princes, beaucoup à des dames, parce que Dunant est un fin stratège. Et déjà, on le voit, la façon dont il parle, n'est-ce pas, ce fils, objet de tant de soins d'une mère, etc., etc., il s'adresse beaucoup aux mères et aux épouses et compte sur l'émotion qu'il va faire passer auprès des mères et des épouses, des ministres, des généraux, des chefs d'État, pour que ces dames ensuite mettent sous pression leur mari et qu'on fasse avancer les choses. Et puis, là intervient un deuxième personnage qui est Gustave Moynier. Lorsque le livre sort de presse, Gustave Moynier est avocat, préside une petite société locale de bienfaisance ici à Genève, appelée Société genevoise d'utilité publique. Mais Gustave Moynier, au fond, il n'a pas besoin de travailler pour vivre, parce qu'il a épousé la fille d'un banquier dont le père avait fait des très belles affaires, et il vit en fait des rentes à la fois de ses parents et surtout de son épouse. Gustave Moynier, il s'ennuie dans cette petite société, et quand il voit le livre de Dunant, il dit, il y a là maintenant quelque chose à réaliser, prend contact avec Dunant, et c'est très certainement Moynier qui va proposer la stratégie qui permettra de mettre en œuvre les deux idées de Dunant. La première, c'est la convocation, effectivement, en octobre 1863, d'un congrès qui va poser les bases des sociétés de secours, en adoptant 10 résolutions, donc qui formeront au fond l'ossature du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et qui seront la base statutaire de ce mouvement pendant 60 ans. C'est quand même assez remarquable, une constitution qui dure aussi longtemps, alors qu'on crée à partir de rien, et qui pose certains principes, la création des sociétés de secours, le secours volontaire, le fait qu'on va se préparer pour ne pas être pris au dépourvu, le principe de non-discrimination dans l'histoire. Et puis, il y a cette idée à laquelle Dunant tient beaucoup, mais à laquelle probablement ses collègues du comité genevois, c'est-à-dire Moynier, le général Dufour, les docteurs Appia et Beaunoir ne croient pas, qu'elle soit réalisable. Ils ne croient pas qu'elle soit mauvaise, mais ils ne croient pas qu'elle soit réalisable. C'est cette idée de la neutralisation des services de santé qui, pour moi, découle directement de l'expérience du champ de bataille et de la captivité des médecins autrichiens, alors que par ailleurs, on manquait tellement de gens compétents pour prendre soin des blessés. Et probablement, Dunant va en fait manœuvrer ses collègues, d'une part, parce que le comité envoie une circulaire pour convoquer la conférence de 1863, que Dunant va dédoubler d'une deuxième circulaire qu'il envoie à sa signature, mais au nom du comité. Et puis, lors de la conférence de 1863, lorsque le docteur Bastig, médecin-chef des Pays-Bas, demande à quel moment le comité de Genève veut mettre en délibération les propositions que Dunant a inscrites dans sa deuxième circulaire, donc celle de la neutralisation des services de santé, Moynier, au nom du comité, répond que le comité n'avait pas l'objectif, l'idée de mettre en discussion ces propositions. Sur quoi Bastig répond qu'il pense que les membres de l'honorable comité genevois n'ont pas compris pourquoi les délégués gouvernementaux avaient répondu à leur invitation. Parce que ce qui intéressait les médecins militaires, ce n'était pas tellement les sociétés de secours, c'était l'idée de neutralisation qui a fait le cheminement dans leur esprit. Et donc Dunant va déborder en quelque sorte ses collègues du comité, et ça débouchera sur 3 vœux adoptés par la conférence de 1863, qui est le soutien aux sociétés de secours, la neutralisation des services de santé et l'adoption d'un emblème uniforme, le même pour toutes les armées, ceci pour pouvoir concrétiser les soins aux blessés.
et débouchant une année plus tard sur l'adoption de la première Convention de Genève. Et la première Convention de Genève, dont l'idée est déjà présente dans le souvenir de Solferino, quand Dunant parle d'un lien conventionnel et sacré, eh bien c'est en un sens de détacher ces règles protectrices sur le champ de bataille du substrat religieux et de les inscrire dans le droit positif à travers l'adoption d'un traité selon les procédures de ratification des traités, etc. Et puis ça débouche sur la Convention du 22 août 1864, première Convention de Genève qui pose le principe de l'impartialité dans les soins et de la neutralité des services de santé. Révisée en 1906 pour tenir compte de toutes les expériences survenues dans l'intervalle, révisée une deuxième fois en 1929 pour tenir compte des expériences de la Première Guerre mondiale et révisée à nouveau en 1949. Donc c'est au fond de ce point de départ de la Convention de 1864 et de l'initiative de Dunant déjà inscrite dans le souvenir de Solferino qu'on va avoir cet immense développement des conventions de Genève, quelques 400 articles, encore en vigueur aujourd'hui, est la base principale du droit humanitaire, complétée ultérieurement par 2 protocoles additionnels plus un troisième. En même temps, les États ont pris conscience des possibilités de codifier les lois et coutumes de la guerre et on s'inspirera de la Convention de 1864 pour des développements importants comme la Déclaration de Saint-Pétersbourg et les conventions de La Haye sur la conduite des hostilités. Peut-être encore 2 minutes pour relever, puisqu'on parle du concours Pictet, quand même dire 2 mots aussi de Jean Pictet. D'abord, je peux parler de Jean Pictet en témoin, et ici, à part sa fille Gisèle et Charles, je pense que rares sont ceux, parce qu'il faut quand même quelques cheveux blancs, qui se souviennent de Jean Pictet. Je relèverai 3 choses remarquables de Jean Pictet. La première, c'est les conventions de 49. Ils ont l'héritage spirituel, juridique, historique de Jean Pictet. C'est cette initiative que le comité international prend avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par une circulaire du 15 février 1945, d'annoncer la mise en chantier d'une révision des conventions de 1929, ainsi que l'adoption d'une convention nouvelle protégeant les personnes civiles en temps de guerre qui avaient tellement évidemment fait défaut pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Jean Pictet va être le chef de projet, le pilote. Évidemment, il n'a pas créé ces conventions nouvelles seul, mais c'est lui qui en avait la responsabilité en tant que directeur pour le droit international au Comité international de la Croix-Rouge. Et par cette initiative de février 1945, au fond, le CICR devance d'éventuelles initiatives qui auraient pu être prises par les gouvernements et qui auraient entraîné un transfert de cette responsabilité du développement du droit international humanitaire vers l'organisation internationale à venir, qui sera donc l'organisation des Nations Unies, créée par la Charte de San Francisco, adoptée plusieurs mois plus tard. Et c'est Jean Pictet qui va piloter le processus de différentes conférences d'experts, tout un processus de consultation des sociétés nationales de la Croix-Rouge, des médecins militaires, des experts gouvernementaux, qui finalement va déboucher sur une grande conférence ici à Genève de 4 mois, qui se terminera avec l'adoption des 4 conventions de 1949. Et on doit être infiniment reconnaissant pour cette initiative, parce que c'était possible à ce moment-là. Les traumatismes de la guerre, les horreurs dont on sortait, le souvenir également de la guerre d'Espagne est très présent dans les esprits,
vont permettre l'adoption de toute une série de dispositions que les États ne seraient absolument pas prêts à adopter aujourd'hui. Donc, en fait, en se précipitant dans la brèche, ou plutôt en créant la brèche, le CICR et Jean Pictet ont contribué à la création de ce monument qui reste aujourd'hui la base du droit international humanitaire. Alors, il y a eu des développements spécifiques. Par exemple, la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, c'est un développement important, ça montre que les développements sont possibles. Mais notez que la liste des États non partis à la Convention d'Ottawa est longue, hein, elle commence avec les États-Unis. Donc on a des États importants qui restent à l'écart. Alors que les conventions de 1949 ont été adoptées par tous les membres de la communauté internationale et restent le socle aujourd'hui. Si, je dirais même, si l'on devait adopter un traité important aujourd'hui, forget it. La communauté internationale n'a pas les instruments qui le permettent. Ce n'est pas uniquement le droit humanitaire qui est en cause. Je pense que la dernière grande codification, et je m'adresse aux professeurs de droit qui sont sur ma droite, c'est la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, mais elle date d'il y a 25 ans. Et sans ça, regardez les problèmes, réforme des Nations Unies, forget it, réforme de l'OMC, forget it. Tout le monde en parle, mais rien ne se fait parce que la communauté n'est pas prête. Donc là, grâce à l'initiative de Jean Pictet, on a un socle qui reste aujourd'hui la base du droit humanitaire. Et si le droit humanitaire subsiste dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, le socle sera le même. Je n'ai pas de doute. Deuxièmement, Pictet a joué un rôle important sur la question des principes fondamentaux. L'un des grands paradoxes de la Croix-Rouge, si vous lisez les textes, si vous parcourez les actes des conférences internationales de la Croix-Rouge, etc., vous trouverez constamment des références aux principes fondamentaux, dès 1863. Et si vous cherchez une formulation, 2 ou 3 pages de Moignet, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux. Moignet était beaucoup plus à l'aise dans d'autres domaines. Et donc vous avez un mouvement qui n'a cessé de s'étendre, où constamment on disait « Ah, attention, il y a les principes » ou « c'est contraire aux principes ». Et ces principes n'étaient pas formulés. Et les conséquences ont été lourdes, notamment avec toutes sortes d'exclusions du côté de la Croix-Rouge russe à partir de 1918, l'attitude de la France, ou plutôt de la Croix-Rouge française, au lendemain de la Première Guerre mondiale, refusant de rencontrer la Croix-Rouge allemande dans le cadre de la conférence internationale, et surtout, à partir de 1933, les dérives au sein de la Croix-Rouge allemande, et ensuite beaucoup d'autres sociétés nationales. Et Pictet a tiré les conséquences de cela, a publié en 1955 un ouvrage magistral intitulé « Les principes de la Croix-Rouge ». C'est une source d'espoir pour tous ceux qui souffrent sur un doctorat. Parce que Pictet a présenté ça comme thèse de doctorat, et c'est une thèse qui a changé le mouvement et, en un sens, le monde. Et sur cette base-là, Pictet a donc formulé ces principes. Ça a amené un processus de négociation, la création d'une commission mixte du CICR et de la Fédération, que d'ailleurs par abréviation on appelait la commission Pictet, donc on voit bien le rôle d'inspirateur qui était le sien, et finalement l'adoption en 1965 de la Déclaration des principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Donc ça aussi, je pense que c'est un héritage important. Puis le troisième héritage de Jean Pictet tient à la doctrine du CICR et dans une large mesure du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, parce qu'il s'intéressait à ces questions éthiques au-delà du droit, ou plutôt dans le cadre du droit, comment définir les comportements souhaitables, les objectifs souhaitables. Et Pictet, en un sens, étant l'héritier de Boignet à travers Paul Desgouttes, Pictet avait cette connaissance et le CICR avait l'habitude, quand on trouvait une question délicate, est-ce qu'il faut faire une démarche, est-ce qu'il ne faut pas la faire, et quelle interprétation donner, etc. On posait la question à M. Pictet, puis le lendemain matin, on trouvait une petite note, généralement d'une page ou d'une page et demie,
et puis il disait voilà le problème, voilà la solution. Et donc pendant de longues années, il a été en quelque sorte le dépositaire de cette doctrine. Et puis, comme j'ai eu la chance de le rencontrer, et même de collaborer avec lui d'assez près sur un ou deux dossiers, j'ajouterais que Pictet était un homme extrêmement bienveillant. Autant comme jeune collaborateur du CICR, on tremblait si on était convoqué par le directeur exécutif, qui était Roger Galopin, qui était un homme de pouvoir, très déterminé, autant si on était convoqué par Pictet, qui était de même rang, quasiment, on y allait volontiers, et c'était quelqu'un qui conseillait, qui avait un don pédagogique, qui relisait les textes, et puis qui vous expliquait, mon jeune collègue, là vous avez écrit ceci, mais il me semble que, etc. Donc il jouait aussi un rôle. Moi je garde le souvenir d'un homme très bienveillant et très attachant. Je vous remercie.